Bonjour et merhaba à cette semaine en Turquie. Des nouveaux développements importants ont eu lieu en Syrie aujourd'hui. Pendant que les attaques de l'armée syrienne et des forces russes continuent, un afflux de réfugiés syriens qui fuient les combats s'est entassé à la frontière turco-syrienne. À Reyhanlı, province de la ville de Hatay, des protestations ont dénoncé les forces de l'armée turque qu'ils soupçonnent de fournir des informations au bureau de renseignement russe via les postes d'observation dans le territoire syrien. La continuation des protestations ont provoqué l'intervention des forces armées turques par canons à eau et des gaz lacrymogènes. Nous continuerons de parler de ce sujet dans nos prochaines émissions à Mediascope. La Turquie débat de la violence envers les femmes suite au meurtre atroce d'Emine Bulut perpétré par son mari. Je ne veux pas mourir. Tels furent les derniers mots d'Emine Bulut, massacrée à 38 ans par son mari Feday Varan dans la ville de Kırıkkale, en Anatolie centrale. Sa fille de 10 ans a été témoin de la scène, filmée par les clients du café où elle s'est déroulée. La vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, a provoqué des condamnations unanimes. Le ministère des Politiques sociales, du Travail et de la Famille a publié un communiqué dans lequel il annonce la formation d'une cellule de soutien psychologique pour la fille d'Emine Bulut. Il y déclare aussi se porter partie civile afin que le meurtrier écope de la peine la plus lourde. Les féminicides sont un grave problème en Turquie. La plateforme Nous stopperons les féminicides utilise la presse locale et nationale pour recenser les meurtres de femmes. En constante augmentation, ce chiffre était de 303 en 2015, 328 en 2016 et 409 pour l'année 2017. En 2018, 440 femmes ont subi ce sort. Aujourd'hui, je suis rejointe par professeur Gülsün Güvenli. Bonsoir, Madame Güvenli. Vous êtes chercheure et enseignante à l'Université de Galatasaray. On l'a entendu, les derniers mots de Emine Bulut étaient « Je ne veux pas mourir ». Et tel est le cri des femmes aujourd'hui en Turquie. On a aussi annoncé le chiffre 440, mais c'est un chiffre qu'on peut débattre. Ces chiffres nous montrent qu'il y a un problème sociologique plutôt que des cas en particulier. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces maris, ces hommes, ces pères, ces fils, ces frères, pour commettre des actes si terribles? C'est le seul point commun, c'est qu'ils ont la mentalité d'homme. Ce sont des crimes machistes, il faut le dire. Le problème en Turquie et dans le monde, dans plein de pays d'Europe aussi, on a les mêmes problèmes. C'est on évite d'appeler ça comme un crime machiste parce que ça touche à des coutumes, à des croyances et ça gêne. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà féminicide, le mot féminicide veut dire, en Turquie on n'a pas l'équivalent de ce mot, on dit meurtre de femmes. Ce mot n'est pas utilisé. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? C'est tuer une femme parce qu'elle est une femme. Parce que dans la mentalité, on attribue un rôle à la femme et dès qu'elle ne remplit pas ce rôle, on se sent, on pense qu'on a le droit de réprimer, de sanctionner ces actes. On a fait une recherche il y a quelques années avec Filmor, c'est une association de cinéastes, de femmes cinéastes, sur le meurtre de femmes. Et on a vu des histoires, on a pris des témoignages des familles, des femmes tuées ou des proches des femmes tuées par leur mari.
la plupart du temps, soit le mari, soit le partenaire, soit ex-mari et partenaire. C'est 2 tiers de femmes tuées sont tuées par un conjoint ou compagnon, mari, ex, et le reste, c'est la famille, les membres de la famille. Donc, ça arrive dans la famille, en général, dans le foyer, ou parmi ses proches, par les proches que ça arrive. Mais, en général, on prend cette question-là comme ce sont des crimes passionnels, surtout les médias les lancent comme ça, comme n'importe quel fait divers. Titre des articles, des nouvelles en disant qu'il était jaloux, il l'aimait tant, même. On a vu des titres comme ça, des médias. Ce ne sont pas des crimes passionnels, ce ne sont pas des crimes qui arrivent d'un seul coup. Ce sont des crimes prémédités la plupart du temps. En général, ce qu'on ne voit pas ni par les paroles des gens d'aujourd'hui, ni par la presse, c'est qu'il y a une histoire de violence de longue date dans ces milieux-là. Une autre erreur qu'on fait, c'est qu'on pense qu'en général, ça arrive parmi les gens qui ne sont pas éduqués, parmi les pauvres, tout ça. La recherche qu'on a faite a montré que ce n'est pas vrai. Même, j'ai eu le témoignage d'une mère, par exemple, dont la fille était tuée par son mari. Tous les deux étaient enseignants à l'université. Donc, c'est vrai que l'affaire de Emine Bulut a bouleversé l'opinion publique. Tous les jours, il y a un meurtre de femmes. Et on est bouleversé parce qu'on a eu l'image, on a eu le son, la voix de cette femme et la voix de cette fille. Mais ça arrive tous les jours, c'est qu'on ne les entend pas. Par exemple, en 2018, il y a eu des meurtres de femmes, mais il y a eu des meurtres d'enfants en même temps qu'on tuait les femmes. 20 cas comme ça, 20 enfants ont été tués. Et c'est vrai que, si vous vous rappelez, pendant l'affaire de Özgecan aussi, l'opinion publique était soulevée. Rien ne change depuis. Chaque jour, il y a une femme, au moins une femme. Je dis au moins, les chiffres qu'on donne sont très discutables parce qu'on n'a pas des chiffres, des statistiques. Pourtant, la Convention d'Istanbul exige des États de faire des statistiques régulières, mais en Turquie, on n'en a pas. Donc, quand nous aussi, on a fait la recherche, il y avait des chiffres très contradictoires. Comment on obtient ces chiffres? C'est par les médias. C'est-à-dire, on fait une recherche, recueil d'informations, à partir de recueil d'informations, qu'on trouve des chiffres. Ce qui veut dire qu'il y a plein de cas qui ne sont pas parus dans la presse. Donc, à chaque fois, il faut dire qu'il y a eu au moins tant de meurtres de femmes. Et ce qui m'inquiète, c'est toujours quand il y a... c'est bien qu'en ce moment, avec l'image, on a beaucoup critiqué la personne qui a filmé cette scène, mais ça a servi un peu de bouger un peu l'opinion publique. Le problème, les réponses qu'on veut apporter ne sont pas vraiment réalisables. Déjà, il faut, je ne veux pas dire réalisable, mais ne convient pas au problème. Mais quand vous dites
Après ce meurtre de Emine Bulut, le gouvernement a annoncé une volonté de changer les lois. Et le président Erdogan a même évoqué son souhait pour un retour à la peine de mort. Il y a des certaines associations de femmes aussi qui disent ça. Il y a d'autres politiques, hommes et femmes politiques qui disent ça. Mais est-ce que nos lois sont vraiment erronées ou c'est l'application qui est peut-être insuffisante? Il y a des lacunes dans les lois, mais surtout il y a des lacunes pour protéger les femmes de violence. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est avant le meurtre, il y a une histoire de violence. Si on protège ces femmes contre la violence, déjà le taux de meurtre va diminuer. Le problème est là. Les lois manquent un peu en ce qui concerne la protection des femmes contre la violence. Et en ce qui concerne quand le meurtre arrive, la peine de mort, déjà, les lois, il y a des lois assez lourdes. Peine à vie, par exemple, sans diminution d'années. On parle toujours de diminution des années. Voilà, c'est ça. Parce qu'on dit qu'il y a des circonstances atténuantes. On applique ça. Le problème, c'est là. Si on condamnait un homme à 15 ans de prison, même pas la peine de mort, il va réfléchir deux fois. Mais là, ils sortent en général en 5-6 ans de prison. J'ai eu même le témoignage d'une avocate qui défendait les familles dont la fille était tuée, qui disait qui avait entendu que certains hommes mettaient la nouvelle, le journal sur le frigo, il a accroché sur le frigo, dans lequel on disait il a été condamné à 5 ans de prison après avoir tué sa femme. Et disait à sa femme, tu vois, dans 5 ans, je suis sortie si je te tue. Donc, déjà, les lois sont assez lourdes. Rester 15 ans, 20 ans en prison, rester toute la vie en prison. Mais ils ne sont pas condamnés comme ça. Déjà, la peine de mort, les juges, s'ils ont cette mentalité de diminuer la peine, en disant qu'elle aussi, elle a dû provoquer. En général, les hommes sont bien informés. La première, quand ils vont à la police ou devant le juge, la première chose qu'ils disent, c'est « elle me trompait » ou bien « on disait qu'elle me trompait » et « elle m'a crié dessus, elle m'a insulté ». Donc, hop, le juge décide de diminuer la peine. Donc, c'est cette mentalité, ces applications qu'il faut changer. Par exemple, en Espagne, il y avait ce problème-là, très grave. Ils ont diminué en prenant des mesures très efficaces. Et ils ont créé des tribunaux spéciaux qui traitent que ces cas-là. Et ils ont supprimé la question de circonstances atténuantes, par exemple. Vous avez parlé du média un peu. Quel est le rôle du média dans ça? Est-ce qu'ils doivent changer de perspective envers les femmes? Ah oui, ça c'est sûrement. Et nous, dans notre recherche, on avait une partie qui était consacrée aux analyses des médias, aux informations. Et ce qu'on a remarqué, que même les journaux dits sérieux présentent ces informations comme n'importe quel fait divers déjà. Et la grande partie de la presse présente ça comme un fait sensationnel, comme je disais tout à l'heure, comme un crime passionnel, ou comme un crime d'un type qui est malade mental. Ou bien il présente de telle manière que, quand vous lisez l'article,
vous vous dites, mais elle a cherché quand même. Vous voyez, on met une photo, par exemple, de la femme tuée avec un peu de décolleté, ou en train de boire avec ses amis dans un bar. Donc, déjà, l'opinion publique en Turquie est prête à condamner la femme de ses comportements. Donc, on normalise, on légitime même l'acte de l'homme. Le problème, c'est que les journalistes sur le terrain, on a fait des entretiens avec des journalistes, quelques journalistes aussi, ils reprennent tout ce qui est écrit dans les dossiers officiels, c'est-à-dire les réponses du criminel au juge. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Et il met en titre, par exemple, ça. On leur a demandé pourquoi vous essayez pas de creuser un peu la question, qu'est-ce qui se passait derrière la question de... Ils disent, oui, mais ça va être les paroles de la famille. Ils veulent se protéger, ils veulent avoir les données officielles et ils se contentent de ça. Et les agences de presse, en général, ce qu'on a remarqué aussi, on reprend toujours pratiquement les mêmes phrases des agences de presse. Les journaux ne font pas des recherches à part. Donc, ça reproduit les préjugés envers les femmes, oui, donc c'est la reproduction. Donc, ça sert à rien pour changer l'opinion publique, pour sensibiliser l'opinion publique. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à notre émission. Merci à vous. Et on continue. Le président Recep Tayyip Erdoğan est parti à Moscou pour discuter avec Vladimir Poutine des dernières évolutions de la situation en Syrie. Ce mardi 27 août, Recep Tayyip Erdoğan s'est envolé pour Moscou afin d'y rencontrer Vladimir Poutine. L'opération militaire, lancée par l'armée syrienne à partir du sud d'Idleb, qui s'était soldée par la prise de Khan Sheikhoun, avait provoqué des tensions. Le balai diplomatique entre la Turquie et la Russie s'était intensifié suite à l'attaque d'un convoi militaire de l'armée turque et l'encerclement d'un de ses postes d'observation par l'armée syrienne. Un entretien téléphonique ayant déjà eu lieu la semaine dernière à ce sujet, Erdoğan et Poutine ont préféré cette fois-ci se voir mardi à Moscou. Lors d'une conférence de presse, le président turc a déclaré « Nous avons réussi à empêcher une tragédie humaine à Idleb grâce à l'accord de Sochi conclu en septembre. Mais les attaques incessantes du régime, depuis le mois de mai, ont rompu cette accalmie. Les provocations du régime ont pris une dimension pouvant mettre en danger la vie de nos soldats. Nous sommes obligés de prendre les mesures nécessaires au moment nécessaire. Je souligne que nous sommes prêts à travailler dans l'esprit d'Astana pour parvenir au calme à Idleb. » Le président de la Russie, Vladimir Poutine, a ensuite pris la parole. « Nous sommes préoccupés par la situation à Idleb. Il est important de rester attaché à l'intégrité territoriale de la Syrie. Moscou et Ankara sont préoccupés par les attaques dans la zone démilitarisée d'Idleb, a-t-il déclaré. Les deux leaders ont ensuite assisté à l'inauguration du Salon international aérospatial MAX 2019 à l'aéroport Joukovski. Ils ont eu l'occasion de découvrir le Su-57, avion militaire de 5e génération développé par la Russie. Premier leader étranger à inspecter le cockpit de cet appareil, Erdoğan a attentivement écouté la présentation de cet avion. Les maires révoqués de Diyarbakır, Mardin et Van se sont entretenus avec des journalistes et les ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne. Adnan Selçuk Mizrakli, Ahmet Türk et Bedia Özgöçe Ertan, maires respectifs de Diyarbakır, Mardin et Van, qui avaient été révoqués de leur mandat, ont rencontré des journalistes afin de répondre aux accusations dont ils font l'objet. Ces maires élus, puis déchus, ont partagé des documents concernant les dépenses des administrateurs publics qui avaient également officié lors de la mandature précédente. Ahmet Türk est le premier à prendre la parole.
Il a déclaré avoir trouvé les réactions à ces révocations positives, mais pas suffisantes. Il a également souligné le caractère extraordinaire des dépenses engagées par l'administrateur de la mairie de Mardin entre 2016 et 2019. En réponse aux questions sur les raisons officielles invoquées par les autorités pour les révoquer, Bedia Özgökçe Ertan a souligné que le système de la coprésidence était un moyen pour les femmes d'être dans les centres décisionnels. Concernant les échéances judiciaires à venir, elle a dit « Nous irons devant les tribunaux, puis au tribunal constitutionnel et à la Cour européenne des droits de l'homme. » Mais le caractère politique et non juridique de ces décisions fait que l'issue sera trouvée peut-être dans 5 ans. Les maires révoqués ont également eu un entretien avec les ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne. Le lundi 19 août, le ministère de l'Intérieur avait révoqué les maires élus de Diyarbakir, Mardin et Van pour les remplacer par des administrateurs, les gouverneurs de ces provinces. Selon le régime, ces mairies soutiendraient le PKK en mettant à sa disposition les moyens des municipalités. C'est en tout cas la raison invoquée par le gouvernement. L'ancien Premier ministre Ahmet Davutoğlu, en plein préparatif pour le lancement d'un nouveau parti politique, s'est exprimé dans la plateforme des Amis à Sakarya. L'ancien Premier ministre Ahmet Davutoğlu a déclaré « Nous venons pour insuffler un nouvel espoir, construire un nouvel avenir. Nous venons disperser les nuages sombres qui pèsent sur notre peuple. Nous venons avec une équipe forte. » Contrairement à ce que pensent certains, cette voix n'est pas celle des gens qui sont fâchés, mais celle des gens qui ne se fâchent avec personne. Le vendredi 23 août, lors d'un discours à Sakarya près d'Istanbul, l'ancien Premier ministre et leader de l'AKP, Ahmet Davutoğlu, avait prononcé ces paroles sibyllines qui avaient été vivement discutées. Je cite « Si nous ouvrons la boîte de Pandore concernant la lutte antiterroriste, de nombreuses personnes auront tellement honte qu'elles ne pourront plus sortir de chez elles. Ceux qui nous critiquent aujourd'hui resteront cloîtrés de honte chez eux. » Fin de citation. Suite aux nombreuses réactions suscitées par ces paroles, Davutoğlu a expliqué qu'il s'agissait de reproches envers l'AKP et le MHP. Lors d'une question concernant l'éventuelle création d'un nouveau parti politique, Davutoğlu a répondu que si le peuple en éprouvait le besoin, il serait créé. Par ailleurs, l'ex-ministre de la Justice et 3 fois député Sadullah Ergin a démissionné de son parti, l'AKP. En coulisses, il se murmure que d'autres anciens ministres pourraient faire de même, comme Nihat Ergün ou Beşir Atalay. Organisés tous les ans par l'université de Bilkent, les ateliers d'été ont reçu comme intervenants plusieurs personnes, dont le professeur Daron Acemoğlu. Il a répondu aux questions de notre reporter Okan Yücel. Répondant à une question sur la relation entre la démocratie et une croissance économique de qualité, Acemoğlu a déclaré « Il existe de nombreux articles de journaux qui prennent position pour ou contre la démocratie. Mais il convient de s'y pencher de plus près et dès lors, on s'aperçoit qu'il s'agit de 2 choses. Premièrement, lorsque vous analysez les données, la démocratie est un facteur positif déterminant de la croissance, surtout lorsqu'il s'agit d'une croissance qualitative avec une productivité élevée. Mais en même temps, la démocratie n'est pas quelque chose de facile. Tout en ayant des effets positifs, les démocraties sont fragiles et peuvent chuter durement, être renversées ou s'affaiblir considérablement politiquement. On constate d'ailleurs au niveau mondial un affaiblissement des démocraties. Ça ne concerne pas que la Turquie, que ce soit en Inde, aux Philippines, au Brésil ou en Hongrie, même si l'on ne peut parler d'un total retour en arrière, on constate un affaiblissement des piliers essentiels de la démocratie, comme, par exemple, le respect du pluralisme, de la presse indépendante et des droits de l'homme. Lorsqu'il y a un système présidentiel d'un homme fort, la démocratie ne s'effondre pas, mais ses piliers se dégradent et affaiblissent ses institutions. Il en résulte une baisse de la productivité et un obstacle à une croissance qualitative. Le tirage au sort est fait pour la Ligue des Champions et la Ligue de l'Europa. Les adversaires de Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş et Trabzonspor font partie des meilleures équipes de l'Europe.
Galatasaray serait la seule équipe représentant la Turquie dans la Ligue des Champions sans tour éliminatoire. Elle affrontera le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et le Club Bruges dans le groupe A. Le premier match aura lieu le 18 septembre contre Club Bruges en Belgique. La Turquie sera représentée par 3 équipes dans la Ligue Europa. Bien que Trabzonspor ait été battu par les Grecs du AEK Athènes 2-0 hier soir, elle reste qualifiée pour la phase de groupe et sera dans le même groupe que Basel, Krasnodar et Getafe. Beşiktaş affronteront Braga, Wolverhampton et Slovan Bratislava, tandis que le troisième représentant turc, Başakşehir, feront face dans leur groupe à Roma, Mönchengladbach et Wolfsberg. Merci de nous avoir regardés et à la semaine prochaine. Ankara'dan merhaba. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin... Ben öyle algıladım. Milletçi alkışlıyoruz. Başlıklı bir kampanya var. Sadece HDP değil mevzu. Kaç ilde miting yapıyorsunuz? Bayağı dolu. Çok sayıda yer var. Şimdi benim İstanbul'a çıkış yasağım var. Tabii ki yani sokaktan geçen herhangi birini çevirip ne düşünüyorsun deseniz. Yani aslında ben artık nereye gitsem bütün şehirleri birbirine benzetir hale geldim. TÜSİAD üyelerinin verdiği yemekte kendisine iktidar arayan bir Recep Tayyip Erdoğan, sanıyorum ki sosyal yanı daha baskın. Ya da zaman zaman değişiyor aslında insanda. Bugün de zaten bence bunun hazırlığı yapılmaktadır. CHP İYİ Parti ittifakı İnşaat sektörünün potansiyeli yüksek. Niye? Good afternoon, welcome to this week in Turkey. Desteğini alan iki partinin koalisyonu olursa 24 Haziran seçimlerinde ise CHP %41 ile buradan birinci çıkarken Erdoğan'ın bizzat işte İstanbul Teşkilatı ve 6 ayda bir bu kararın evet söyleyecekleri bu kadar. İyi günler.